tekan mi tekan hamrayitin. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Il y a une semaine, dimanche dernier, le président Macky Sall procédait à un remaniement ministériel après avoir nommé le désormais ex-opposant Idrissa Seck au poste de président du Conseil économique, social et environnemental. Cela suffira-t-il pour relever le défi de la relance économique et dissuader les jeunes Sénégalais de tenter d'emprunter la route dangereuse de l'immigration irrégulière? On verra bien. En attendant, Macky Sall et sa gouvernance sont épinglés sur la gestion des ressources pétrolières et gazières du pays dans un livre 500 pages, 497 pour être précis, livre intitulé « Le protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole ». Ce ministre est lui-même l'auteur de ce livre. Il s'appelle Thierno Alassane Sall est donc notre invité. Bonjour. Bonjour Babacar. Merci pour cette première depuis la sortie de votre livre il y a plusieurs semaines que vous avez présenté hier samedi. Conférence de presse, ensuite cérémonie de dédicace. Ouvrage intitulé donc Le protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole, en référence au CRPP, les contrats de recherche et de partage de production attribués au groupe pétrolier français Total, notamment sur le bloc Rufisque Offshore profond. Mais vous évoquez, Thierno Alassane Sall, dans ce livre, d'autres contrats sur les ressources naturelles du Sénégal qui vous semblent scandaleux. Et une partie de l'opinion semble d'accord avec vous. Alors pourquoi le titre Protocole de l'Élysée ? Oui, je voudrais d'abord saluer l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs et vous remercier de cette invitation qui m'offre l'opportunité de revenir sur un grand nombre de sujets. Le titre, il est à la fois, il fait clin d'œil à la fois à ce fameux pré-contrat, comme l'aurait appelé le Premier ministre de l'époque, Boun Abdallah Dionne, en prétextant que j'avais signé un pré-contrat à l'Élysée, qu'il n'y avait pas de raison que je me refuse à signer le contrat définitif. Mais en même temps, il fait référence à ce qu'on pourrait dire les accords secrets qui existeraient entre la France et les pays anciennement colonisés et qui donnent un accès privilégié à la France, à nos ressources, à des bases aériennes et à un certain nombre de privilèges dans les territoires anciennement sous colonisation française. Et vous noterez d'ailleurs que c'est très frappant que dès que Total a voulu le contrat, il l'a eu à ses propres conditions. Et donc, c'est moins par référence au protocole signé à l'Élysée, mais qu'en référence à ces relations occultes qui relèvent de protocoles non écrits qui existent entre la France et ce qu'on pourrait appeler les pays de la France-Afrique. Alors, protocole, c'est le mot que vous utilisez, c'est pas banal, parce que les autorités parlaient à l'époque de pré-contrats signés à Paris. Vous estimez que ce sont des protocoles d'accords signés et qui concernent Total, ce ne sont pas des contrats. Ce qu'on vous a demandé de signer une fois rentré à Dakar. Oui, c'est disponible sur le net. Et d'ailleurs, le Premier ministre de l'époque, s'il respectait l'Assemblée nationale, aurait dû produire les protocoles que j'aurais signés ou les pré-contrats et montrer en quoi ils sont identiques ou différents du contrat définitif. En l'occurrence, à l'Élysée, on avait signé une note d'intention de Total qui disait s'intéresser aux ressources en hydrocarbures du Sénégal, ce qui avait été déjà manifesté par le Premier ministre Valls, qui était venu en visite spéciale et qui avait dit que, bien évidemment, le pétrole sénégalais intéresse la France. Mais je crois que si on est pays organisé avec des normes, c'est notre code pétrolier et l'ensemble de notre architecture juridique qui doit présider aux conditions dans lesquelles le contrat est octroyé. Et ce code pétrolier de l'époque ainsi que cet décret d'application ne prévoyait en aucune façon un arrangement
entre Total et l'État du Sénégal, mais une procédure qui a été en l'occurrence d'ailleurs mise en place, mais qui classait Total 5e. On y reviendra sans doute, parce que pour comprendre la dynamique de ce que, parce que cette fois il faut qu'on comprenne l'ensemble de la dynamique qui m'a amené à rompre sur cette question-là avec le président de la République, il faut remonter au contrat de Timis et les conditions de négociation entre Timis et C'est là que commencent vos divergences avec Macky Sall, justement, les contrats pour Petrotim. Absolument. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais dire c'est là que se culmine, puisque en lisant les livres, vous découvrirez qu'on a eu des divergences auparavant sur un certain nombre de contrats importants. Alors, aussi bien quand j'étais directeur général de l'ARTP, quand j'étais ministre des infrastructures et des transports, sur l'autoroute à péage, etc., ou quand j'étais ministre de l'énergie aussi, sur les centrales solaires, sur les lampadaires solaires, sur un certain nombre d'autres dossiers. Mais le point culminant, effectivement, a été le contrat, les conditions de cession des 30% qui restaient à Timis dans les blocs de Saint-Louis offshore profond et le Kayar offshore profond. L'auditeur se souviendra que Timis est entré dans des conditions illégales. Et ça, c'est le rapport de l'IGE qui l'établira de manière définitive, rapport auquel je n'avais pas accès en tant que ministre, que je n'ai connu qu'après mon départ. Rapport en définitive qui n'est pas officiel cependant, puisque pas numéroté. Non, le rapport est numéroté. C'est le rapport 2012-94. Il est numéroté, il est signé, mais il n'aurait pas été remis au président de la République. Et ça, c'est une chose absolument curieuse qu'un rapport qui porte sur un sujet aussi important et crucial et dont les conséquences financières et économiques peuvent être désastreuses pour le Sénégal et puis se perdre. Je mets dans le livre d'ailleurs une hypothèse quant à ce qui est arrivé à ce rapport. Je dis, de deux choses l'une, où l'inspection générale d'État a délibérément refusé de donner au président de la République le rapport, tout en sachant les conséquences graves que cela impliquerait pour ce qui n'est pas pensable, compte tenu du fait que ce corps lui-même est sans indulgence vis-à-vis des entités contrôlées pour des écarts moins graves que cela. Et ensuite, ou alors le président de la République, ça ne l'arrangeait pas, n'a pas voulu qu'on lui remette le rapport et s'est arrangé pour ne pas recevoir le rapport. C'est cette hypothèse qui est plus plausible et qui explique un certain nombre de faits que je relate dans le livre, notamment le fait que l'OFNAC se soit intéressé par la suite au dossier Petrotim et ait voulu réécrire un nouveau rapport pour disposer de moyens de faire des pressions sur le président. Peut-être qu'il y avait un pacte non écrit qui n'a pas été respecté par l'une des parties. Alors, donc, si l'auditeur se rappelle bien, on est en 2017, Timis, il lui reste 30%. Je passe sur les conditions dans lesquelles Timis est entré, qui sont illégales. Oui, mais c'est important la chronologie. Timis a bénéficié de premiers décrets juste avant le départ d'Abdoulaye Wade du pouvoir. On est toujours en 2012. L'arrivée de Macky Sall. Le premier ministre de l'énergie sous Macky Sall, il s'appelle Aly Ngouille Ndiaye. Vous en parlez dans votre livre, puisque vous consacrez une place centrale à cette question dans cet ouvrage, les chapitres 15 et 16. Aly Ngouille Ndiaye qui, à son arrivée, a saisi le secrétariat général du gouvernement, comme vous le dites dans le livre, pour voir si les décrets attribués à Timis étaient de bons décrets. Ensuite, il enquête auprès du ministère des Finances pour voir si le ministère des Finances a donné son aval pour qu'on signe ces contrats pour Timis. Il commençait à enquêter et vouloir que les choses se déroulent dans les règles de l'art. Mais une semaine plus tard, vous dites, le même Aly Ngouille Ndiaye a changé de posture et a voulu que Petrotim obtienne ses décrets, ses contrats. Absolument. Et vous faites bien de rappeler cet épisode qui est essentiel. Et le livre apporte des éléments nouveaux et relatifs. À leur arrivée, Aly Ngouille Ndiaye est alerté
par une lettre de Tullow Oil qui explique en substance que jusqu'au mois de février-mars 2012, donc entre les deux tours, ils étaient en train de négocier avec Petrosen et certains membres du ministère pour pouvoir obtenir les blocs de Rufisque Offshore Profond et de Kayar Offshore Profond. Or, eux, ils découvrent, après le départ du régime de Wade et de Karim Wade, du ministère, ils découvrent qu'un contrat a été attribué à Petrotim. Et ce contrat est signé en janvier. Ils disent qu'il est impossible que ce contrat ait pu être signé en janvier et ils donnent les preuves avec les réunions auxquelles ils ont assisté, ils ont été conviés, ils ont assisté, et la demande de paiement de bonus de signature qui leur avait été faite par le Petrosen à l'époque. Et sur la base de cette lettre qui donc indique que le contrat a été antidaté, purement et simplement, attribué à Petrotim a été antidaté, sur la foi de cette lettre, Ali Ngouille Ndiaye et Macky Sall, qui à l'époque étaient en train de charger aussi bien Karim Wade, Abdoulaye Wade que Samuel Sarr, qui était aussi mentionné dans le rapport, dans la lettre de Tullow Oil, entreprennent de réunir les preuves qui apportent l'implication des personnes que je viens de mentionner. De son côté, Ali Ngouille Ndiaye saisit le 8 et le 9, le secrétaire général du gouvernement, le 8, pour s'enquérir si effectivement les décrets ont été numérotés, les décrets qui avaient été signés par Wade, mais qui n'avaient pas été numérotés, pour obtenir la preuve qu'ils n'ont effectivement pas été numérotés. Et lui-même écrit au ministre de l'économie et des finances en lui disant: est-ce que l'autre ministère vous avait demandé un avis sur le contrat Petrotim? Et est-ce que vous aviez répondu à cette éventuelle lettre? Ce que le ministère de l'économie et des finances, par une lettre du 16, confirmera qu'il n'y a jamais eu d'échange à ce sujet. Donc là, c'était très clair que confirmation supplémentaire que les contrats de Petrotim ont été noués dans des conditions totalement illégales et bâclées. Bien, le 17, c'est-à-dire que le lendemain de la lettre du ministère de l'économie et des finances, le 17 mai 2012, Ali Ngouille Ndiaye reçoit de Aliou Sall une lettre qui fait référence à des échanges antérieurs, qu'on peut situer donc entre le 9 mai et le 17 mai 2012, et qui dit: je vous remets un dossier complémentaire. Lequel dossier complémentaire a pour objet de vouloir éventuellement rectifier un dossier qui, de toute façon, est définitivement frappé de nullité pour n'avoir pas réuni les conditions substantielles, essentielles pour la validité des contrats. Ça semble vous impressionner, ce revirement d'Ali Ngouille Ndiaye. En une semaine, il a changé de position sur le même dossier. Entre-temps, il a rencontré Aliou Sall et vous soupçonnez bien des choses. Non, mais c'est très clair. Il a fait un revirement de 180 degrés qui lui a fait changer complètement d'option, et ce n'est dû qu'à l'intervention de Aliou Sall, qui d'ailleurs, dans sa lettre, est très malheureuse, puisqu'il dit: je vous remets le dossier complémentaire requis par vos soins, qui comprend, et je dis entre autres, des fiches de demande de permis dûment renseignées. C'est-à-dire que les fiches qui doivent être incluses et à la base de la demande de permis ont été établies après les permis. Je rappelle que les contrats ont été noués en janvier 2017 et les fiches de demandes y afférentes ont été remplies par Ali Ngouille Ndiaye, par 2012, Sall, en 2012. Donc, les contrats ont été établis officiellement le 17 janvier 2012 et les fiches de demande de contrat ont été remplies par Aliou Sall le 17 mai 2012, c'est-à-dire près de 5 mois après. Ça n'a aucun sens, et ce revirement de Ali Ngouille Ndiaye ne peut s'expliquer que par l'intervention de Aliou Sall. Ils ont nié que c'est l'intervention de Aliou Sall qui les a poussés à changer de fusil d'épaule. Moi, j'apporte les preuves dans ce livre à quel moment cette intervention a eu lieu et en quoi elle a consisté et comment elle a changé effectivement le cours qu'avait utilisé Ali Ngouille Ndiaye jusqu'ici. Deuxièmement, la même lettre de Tullow Oil est transmise
à la présidence de la République, qui prend un ordre de mission du 30 mai. D'ailleurs, un ordre de mission destiné à l'IGE pour enquêter. Pour enquêter sur le même sujet le 30 mai 2012. Et d'ailleurs, quand on lit cet ordre de mission, on voit bien qu'il y avait un autre ordre de mission antérieur, en date du 15 mai 2012, qui avait été annulé et remplacé par celui du... Donc eux, ils ont été très vite, eux aussi, également, sur cette procédure. Mais qu'est-ce qu'on voit? Que le rapport de l'IGE disparaît définitivement de la circulation à partir de ce moment-là, à partir de l'intervention de Aliou Sall, puisque dès le 6 mai, 5 juin plutôt, et 11 juin, des rapports de présentation de décrets sont introduits au Conseil des ministres et les décrets signés pour approuver les 2 contrats. Alors que Aly Ngouille Ndiaye lui-même était en train d'enquêter auparavant pour réunir les conditions pour annuler ces contrats-là. C'est important de s'y arrêter. Le même Macky Sall que vous voulez voir de quoi ça retourne, qui avait établi un ordre de mission destiné à l'inspection générale d'État pour enquêter sur Petro-Tim, le même Macky Sall qui, dans la foulée, signe ces décrets d'approbation pour Petro-Tim. On ne comprend pas. Et c'est tellement intéressant que, d'une part, jusqu'ici, on évoque la couverture où le président n'aurait pas reçu le rapport de l'IGE. Le rapport de l'IGE, l'IGE travaille lentement et sûrement. Le rapport définitif est de septembre 2012. Mais lui, il n'a pas attendu septembre 2012. Le 30 mai 2012, ils ont envoyé en mission l'IGE. Le 5 juin, au Conseil des ministres, ils ont pris les dispositions pour pouvoir faire valider les contrats qu'eux-mêmes suspectent. Et j'insiste sur ce fait souvent par pédagogie pour les Sénégalais, pour dire qu'on n'avait nullement besoin du rapport de l'IGE, puisque la lettre de Tullow Oil préjuge et comporte les conclusions du rapport de l'IGE, puisqu'ils disent que nous discutions avec ces gens-là, le ministère et Petrosen, jusqu'en mars, et qu'ils nous demandaient d'ailleurs de payer des bonus de signature. Ça veut dire qu'à cette date-là, ils n'avaient pas signé avec quelqu'un d'autre auparavant. Or, les contrats datent de janvier, donc ces contrats ont été antidatés. On n'a pas besoin du rapport de l'IGE pour se faire cette religion là-dessus. Et le président de la République, Macky Sall et Aly Ngouille Ndiaye le savent très bien. Une autre chose très grave qui montre comment on a introduit délibérément du faux dans cette affaire. Dans sa lettre du 17 mai 2012, la lettre de Aliou Sall, adressée à Aly Ngouille Ndiaye pour apporter des dossiers complémentaires, Petro-Tim est présenté comme la maison, une filiale, enfin, comme ayant pour partenaire, partenaire leader Timis Corporation, qui détiendrait 10%. Donc ce n'est pas encore une filiale de Timis Corporation, puisque Timis Corporation ne détient que 10%. Et Timis Corporation a été établie à ce niveau-là pour cacher le fait que, essayer de masquer le fait que Petro-Tim a été créé le 19 janvier, c'est-à-dire 2 jours après la signature des contrats qu'elle aurait signés. Hein? Donc c'est pas possible. Bon. Alors, le 5 juin, le 5 mars, le 5 juin, en faisant les décrets, Timis Corporation disparaît. On fait venir PetroAsia. Pourquoi on fait disparaître Timis Corporation? Petro-Tim a eu 2 maisons mères dans cette affaire-là. Dans cette affaire. Tout d'un coup, on amène PetroAsia. Pourquoi on a amené PetroAsia? Parce que si quelqu'un s'amusait à rechercher dans cette période où il y avait des ministres qui venaient de l'opposition, des alliés qui n'étaient pas tout à fait encore sûrs, de Réumi, un premier ministre, etc., Abdoul-Maï, etc., s'il s'amusait à rechercher sur Internet qui est Timis Corporation, il verrait Franck Timis et toutes ses frasques à travers le monde. Tout son passé sulfureux. Donc, ils ont mis de côté Timis à cet instant-là. Ils ont créé de toutes pièces PetroAsia, de toutes pièces, pour l'introduire dans le rapport de présentation. Et dès que ces décrets seront approuvés, PetroAsia va disparaître. Ça, c'est
un premier élément grave, un autre élément grave, j'allais dire. Bien, le dossier se poursuit avec un troisième élément grave. En août 2013, les 2 autres décrets sont signés des mains du président de la République avec pour objectif de prolonger la période initiale de recherche de Timis. C'est-à-dire que si ces décrets n'avaient pas été signés en juin 2014, Timis n'aurait plus les permis. Et ce qui veut dire que si Cosmos arrivait en août, les permis seraient totalement entre les mains de l'État du Sénégal qui aurait pu négocier directement et sans passer par Timis et sans rien donner à Timis, aux meilleures conditions pour le Sénégal. Bien. Or, la prolongation faite à Timis en août 2013 n'avait aucun sens puisque Timis n'avait réalisé à ce stade aucun début de travaux. C'est parce que, comme peut-être parce que, comme vous le dites si bien dans vos écrits, de tous les répertoires dans ce secteur du pétrole au plan mondial, n'apparaît nulle part le nom de cette société et qui n'a jamais investi quoi que ce soit, nulle part, qui n'a pas non plus investi au Sénégal et qui a beaucoup gagné, au moins 200 milliards de francs CFA dans la cession de ces 30% à Cosmos, en attendant les royalties. Exactement. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, Timis était donc confirmé comme une entreprise venue pour faire de la spéculation, et c'est Cosmos qui va, en arrivant en août 2014, reprendre 60% des parts de Petrotim via Timis et investir effectivement. Et c'est là où les 30% qui restent à Timis Corporation prennent de la valeur quand le gaz sera découvert en 2016. Et c'est cette part qui fera l'objet d'âpres négociations. Et là encore, on voit l'intervention des mêmes personnes qui ont aidé Timis à avoir des prolongations, à avoir des décrets validés, puisque au départ d'Ablaye Wade, même si les contrats avaient été signés, il n'y avait pas de décret. Les mêmes personnes, je veux dire le président de la République, son premier ministre, son ministre des Mines. Vous citez même le directeur de cabinet d'alors de Macky Sall, Abdoul Aziz Mbaye. Qui était en relation avec Hélène Nilto, qui normalement devrait s'occuper du suivi des dossiers de l'inspection générale d'État, qui a assisté à toutes ces affaires de validation d'approbation et qui ne dit rien. C'est-à-dire qu'il y a une amnistie collective de toutes les personnes qui, si quelqu'un oublie, le président, qui oublie qu'il avait envoyé l'inspection générale d'État, c'est possible, encore que sur des dossiers aussi importants. Et je rappelle que lui, à son arrivée au pouvoir, il avait annulé plusieurs autres décrets de Wade qui ne sont pas dans son domaine d'excellence. Et dans son domaine d'excellence qui est le pétrole, il oublie. Mais supposons qu'il oublie, qu'il a envoyé l'inspection générale d'État. Mais comment peut-on penser que son premier ministre a oublié, que son ministre a oublié, que le directeur de cabinet a oublié, que l'IGE a oublié? C'est délibéré. Et on le voit d'autant mieux quand arrivera Cosmos et qu'on découvre le gaz. Cosmos dit, maintenant que j'ai découvert du gaz, je suis en bourse, je vais faire des développements. Timis est une affaire trop sulfureuse pour que je continue à traiter avec elle, il faut qu'elle sorte. Timis dit, oui, mais moi, je ne sortirai pas à n'importe quelle condition. On lui offre 0,4% de royalties et 100 millions de dollars. Timis refuse de prendre ça et commence des négociations à gauche, à droite. Qui l'y aide? L'État du Sénégal, à travers la personne du Premier ministre et du Président de la République. En faisant quoi? En faisant d'abord venir Exxon pour surenchérir. Ce que voyant, les gens de BP et de Cosmos prennent peur et disent, oh, arrêtez les négociations, on va revenir négocier ensemble. Ils surenchérissent un coup. Ça ne suffit pas. Les négociations s'arrêtent à nouveau. On menace de faire venir Gazprom. Vous vous souvenez, le ministre des Affaires étrangères à l'époque était parti en Russie en faisant un clin d'œil à Gazprom en disant qu'ils vont venir. Ce que voyant, les gens prennent peur et se disent ce qu'a refusé Exxon. Parce que Exxon ne peut pas accepter en étant minoritaire, mais Gazprom peut l'accepter. Et donc, il se précipite pour signer. Et il signe quoi? Tout d'un coup, Timis se retrouve avec 250 millions de dollars
Je résume, c'est 350 millions de dollars au total quand toutes les conditions seront réunies. À peu près 200 milliards de francs CFA. Et des accords secrets qui sont dans un papier à part qu'on appelle royalties, mais j'étais dans le milieu. Les premières offres, c'était 0,4%, puis ils sont venus me souffler 1%. C'est la dernière offre à laquelle j'étais informé. Mais en tout état de cause, c'est au moins 1% de chaque baril de gaz qui va sortir pendant toute la durée de l'exploitation. Donc, vous n'avez jamais entendu parler, le gouvernement du Sénégal dire dans quelles conditions Timis est parti. Vous n'avez jamais vu l'Assemblée, dans une loi de finances rectificative, ou en tout cas à la connaissance du public, mettre de l'argent en disant que c'est des plus-values, c'est les impôts sur les plus-values qu'a réalisé Timis sur les 200 milliards de dollars. Soit dit en passant, Timis n'a rien investi, rien. Et ils n'étaient pas venus pour investir. Et donc, le 1%... Même si il y en a qui pensent que ce n'est pas une exception, c'est très courant dans le secteur, au plan mondial. Non, c'est faux, totalement faux. C'est totalement faux. Mais terminons sur cette affaire et revenons dessus. Dans le 1%, le président de la République même, en parlant à l'ITIE au Méridien Président, a dit oui, c'est des accords entre deux entités privées, il y a des secrets, il y a des clauses de confidentialité. C'est pas normal et c'est contre la loi. Puisque l'État du Sénégal peut dire, je préempte, j'achète aux mêmes conditions que BP et Cosmos. Et l'État est prioritaire, s'il veut. Et l'État est prioritaire. Donc l'État doit connaître toutes les clauses y afférentes pour pouvoir préempter. Mais c'est parce que ces gens-là ne veulent pas que les Sénégalais sachent que Timis et ceux qui l'ont aidé ont 1% de notre pétrole pendant 45 ans. Et je vais faire un petit calcul pour que les auditeurs comprennent, parce qu'une radio étrangère a fait un calcul, les gens ont trouvé scandaleux et disent que ce n'est pas possible. Le reportage de la BBC. Oui. Alors, si vous prenez 1% de 100 000 barils sur les deux blocs, Saint-Louis offshore profond et Caire offshore profond, c'est 1000 barils par jour. Si vous multipliez par le cours moyen du baril sur les 45 ans, ça fait 70 $ à peu près. Ça fait 70 000 $ par jour, multiplié par le cours du dollar en francs CFA, que vous multipliez par 365, oui, multiplié par 45 ans. C'est des sommes énormissimes qu'on a volées à l'État du Sénégal. C'est pourquoi je vais dire au président de la République, on reprend les 30% de Timis, par lettre en date du 22 novembre 2016. On reprend ce que Timis a parce qu'ils n'ont rien fait. L'histoire de dire que c'est courant dans le secteur, ça c'est les mercenaires qui sont dans le secteur là, dont l'un vous l'avez nommé, ils sont hauts fonctionnaires de l'État, ils travaillent pour Trace pour l'un, pour Elenilto pour l'autre, pour... Trace, c'est Serine Mboup, l'actuel directeur général de la SAR, à l'époque président du conseil d'administration de cette même société africaine de raffinage, qui est venu vous voir pour vous demander de vraiment fermer les yeux, comme vous le dites dans le livre. Absolument, de donner à Trace, de continuer à donner à Trace, de renouveler le contrat de Trace, l'autre pour Elenito. Que voulez-vous que ces gens vous disent? Elenito, Abdoulaziz Mbaye, directeur de cabinet du président de la République. Oui, qui m'a fait assaut de SMS de visite pour que je puisse valider le contrat, renouveler le contrat de Trace. Mais ces gens, que peuvent-ils vous dire? Et toutes leurs clics qui les entourent là, ils vont vous dire c'est courant, c'est faux. Dans tous les pays du monde, c'est comme si vous me dites c'est courant qu'on donne à un vous vous êtes opposé, vous êtes farouchement opposé. Oui. Aliou Sall est venu vous voir à la maison. Racontez-vous, il a fait le pied de grue comme vous l'écrivez, oui, tout à fait. Et vous avez fini par le recevoir. Il était en compagnie, ils n'ont pas jusqu'ici. Il vous a dit brother, alors. Il faut qu'on règle cette affaire-là. Je dis, mais d'ailleurs, ça, je l'ai raconté pour prouver que quand il dit qu'il était sorti de toute relation avec Timis en 2014, c'est totalement faux. Il est venu me voir en 2016, accompagné d'un ancien DG de Petrosen aussi, qui travaille aussi pour Timis. Et c'était pour African Petroleum qui détenait le bloc de Rufisque offshore profond que j'ai récupéré. En disant, Brozo, non, laissons tomber, c'est comme ça que ça se passe. Ils vous diront tous, c'est comme ça que ça se passe, c'est courant. C'est comme si on vous dit que votre technicien là peut jouer au maçon, que ça peut arriver. Oui, ça arrive dans beaucoup de pays, mais le résultat c'est quoi? C'est que des immeubles vont s'effondrer. Les immeubles qui s'effondrent, oui, c'est pour ça. Le code du pétrole est clair.
il faut avoir les capacités techniques et financières. Il faut avoir les capacités techniques, ça se prouve par une longue expérience dans le métier. Et ce fameux rapport de l'IGE dit que Petro-Tim n'avait ni les capacités financières et techniques pour avoir ce bloc. Oui, tout ce que vous dites c'est courant, mais c'est parce que c'est les courtiers et les avocats. Mais Thierno Alassane Sall, l'actuel directeur général de Petrosen, a été interrogé par l'IGE et lui-même confirme que Petro-Tim n'avait ni les capacités financières et n'avait pas les capacités financières et techniques pour faire ce travail-là et pour gagner cette affaire-là. Oui, il les a traités de spéculateurs. Il dit que c'est typiquement ce qu'on appelle des spéculateurs. Il dit, ces gens-là, on ne les a jamais vus dans le milieu. Nous, on fait tous les salons, on fait le tour du monde, on connaît les entreprises sérieuses, on ne les a jamais connues dans ce domaine-là. Donc, résultat, c'est que Timis est rentré dans le pays avec la complicité des plus hautes autorités de l'État. D'abord de Macky Sall, d'abord de Abdoulaye Wade et de son fils, ministre de l'énergie de l'époque. Karim Wade. Karim Wade avec l'appui de Atepa qui nous traitera plus tard de Tchouné. Et ensuite avec Macky Sall et Ali Ngouille Ndiaye. Timis, comme au beau vieux temps de la colonisation, est quelqu'un qui est venu avec des culottes courtes et des rangeuses et c'est tout. Casque colonial et rien dans les sous, dans les poches. Il est rentré avec la moitié du Congo comme aurait fait Stanley. Il est rentré avec 2 de nos blocs pétroliers. Sans rien amener. Montrez-moi un seul immeuble, un seul investissement. J'ai eu à éplucher les comptes de Timis, je les ai vus. Je les ai demandé, réclamés quand j'étais ministre, je les ai vus. Il n'a rien fait. Je mets au défi de quiconque de nous dire ce que Timis a fait. Voilà un monsieur qui, comme un bon temps colonial, vient prendre des blocs, comme Stanley a pris des blocs chez le roi de Congo, et s'est fait immatriculer à son nom et est parti. Et il ramassera durant le reste de sa vie un pourcentage de notre pétrole qu'il ne va pas prendre seul, bien sûr, qu'il va partager avec ses affidés. Et vous décrivez, quand vous résistiez, quand Macky Sall, lors d'une de vos rencontres, vous décrivez comment, sur son visage, se dégageait une grosse colère. Oui, donc quand il y a une transaction entre BP et Cosmos d'une part et Timis de l'autre, c'est le ministre de l'énergie seul qui peut approuver. Alors, moi je refuse d'approuver et conformément à une lettre que j'ai rappelé tantôt que j'avais adressée au président, je vais le voir. Et c'est là où, cet accord-là, c'est là où je lis les chiffres que je vous ai donnés, hein, les 350 millions de dollars, etc. Et le voir. Notez bien, c'est le 24 avril 2017, 8 jours avant ma démission effective, mon départ effectif du gouvernement. Je l'ai trouvé vers 19h, je lui dis, je ne peux pas accepter cette transaction. Il faut qu'on sorte le monsieur, qu'on retire nos 30% et qu'on se les réapproprie et qu'on 30%, vous imaginez. Là également, d'abord il se fâche, commence à demander comment est-ce que je puis moi décider que c'était pas, il n'avait pas les capacités techniques et financières, qu'il n'était plus légitime, etc. Puis il fait venir Boun Abdallah Dionne pour qu'à deux ils essaient de m'amener à la raison. On reste des heures sans trouver des solutions. Et en pleine nuit, je décide qu'il est plus sage de garder ma lettre de démission puisque je savais que leur implication que je raconte dans le livre est totale dans cette affaire-là. Et que moi non plus, il est hors de question de me mêler de cette affaire dans les conditions qu'ils ont tracées. Donc la rupture était déjà consommée. J'ai ma lettre de démission avec moi ce soir-là. Mais à minuit, c'est très compliqué. Passer, c'est très compliqué. Alors, je remets au lendemain. Pour votre sécurité, vous n'avez pas souhaité... Oui, et lui-même insiste pour qu'on se revoie le lendemain pour qu'on puisse continuer. Chacun de nous a sa petite idée dans la tête. Et le lendemain, je fais tout pour l'avoir. Je ne l'ai pas. À 19h, 20h, c'est la première dame qui m'appelle. Avec à ses côtés Birame Faye. Je le cite dans le livre. Les gens n'ont qu'à contester. Birame Faye. Marième Faye Sall vous a demandé de ne pas démissionner. Et de venir manger le lendemain, mercredi. Mercredi, quand j'arrive après le conseil des ministres, ils insistent pour que je vienne. Je trouve Moustapha Diakhaté,
président de la République, la première dame, il nous dit passons à table, on va régler cette affaire. Je dis je mange pas. Pourquoi vous ne vouliez pas manger? Parce que pour moi, les affaires de l'État, je ne vais pas les discuter en privé. Je suis ministre de la République, j'ai mes intimes convictions sur un dossier que je vais traiter avec le président et la rupture est en fait, ce n'est pas la peine de passer dans des sortes d'affaires informelles. Et je décide de, sitôt ayant tourné le dos, ça c'est une rupture. Vous êtes invité par le président de la République avec son épouse et un témoin, Moustapha Diakhaté, qui a confirmé à RFM matin, je pense. Oui. Et vous tournez le dos, mais la rupture est consommée. C'est-à-dire que je me demande comment on raisonne dans ce pays certaines personnes qui veulent embrouiller l'opinion. La rupture est consommée. Il reste qu'à la formaliser pour y mettre forme entre gens civilisés. Donc, quand je tourne le dos... La coupe était déjà pleine. Votre opposition à la cession des parts de Timis à Cosmos, à BP, en plus du contrat, le gros contrat pour Total, pour le bloc de Rufisque... Il viendra après. Oui. Celui-là, il vient tout de suite après. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on est encore dans BP et Cosmos. Lui, il voulait effectivement parler de Total, mais ce n'était pas encore finalisé. Et il va l'introduire justement pour faire oublier l'affaire de Timis. Et moi, quand je tourne le dos ce mercredi-là vers 15h en me disant je vais au bureau, je dépose ma lettre de démission, dès que je rentre dans la voiture, un de ses assistants m'appelle pour me dire Total justement va venir pour la signature le 2 mai. Donc c'est le plan de rechange pour éviter effectivement, comme on s'était dit dans la fameuse réunion houleuse du lundi 24, que les gens disent que oui, à la veille des élections législatives, que moi j'amène des problèmes dans le pays en démissionnant. C'est pour ça que la coupe était déjà pleine. Vous vous opposez à la cession des parts de Timis en faveur de Cosmos, c'est les 30% de Timis. Oui. Petrotim. Ensuite, ça joue tout de suite après, mais alors tout de suite après, l'affaire Total. On vous demande de signer. C'est une diversion parce que il est clair que le président de la République ne veut pas que la rupture intervienne sur l'affaire Timis où son frère Aliou Sall a été largement lynché par la presse et l'opposition plutôt, et que vous vous souvenez... Aliou Sall, le country manager de... Le country manager de... Et que vous vous souvenez même que Timis est venu ici menacer de porter plainte contre quiconque reviendrait sur ce sujet. Le Premier ministre lui-même avait fait une conférence de presse avec le procureur de la République à ses côtés. Et moi-même, pour être... non, le procureur était venu juste donner des conseils puis partir, mais moi, avec le ministre de l'Économie et des Finances. Et donc, il y avait déjà toute une ambiance très délétère autour de cette question de Timis. Ils ne voulaient pas que je parte sur l'histoire de Timis, ils ont amené l'histoire de Total. Le mercredi, ils ont dit on signe Total mardi prochain, 2 mai. Vous avez refusé de signer parce que vous estimez que Total n'était pas le mieux placé pour prendre ces parts. C'est un bloc important au Rufisque Offshore profond. Il y avait déjà Shell qui avait formellement demandé à être attributaire de ce bloc-là. Il y avait ensuite la joint venture Cosmos BP aussi. Et on a pris Total qui serait en 5e position au moment de regarder les soumissions. Shell s'était manifesté pour la première fois depuis 40 ans. Il faut que nos auditeurs comprennent bien l'intérêt, vous faites bien de le mentionner, que comportait ce bloc-là. Depuis plus de 40 ans, les majors n'avaient plus tapé à la porte du Sénégal. Et pour la première fois, BP a tapé à la porte avec Cosmos en jeune venture. Il y avait Total, il y avait Shell, et ainsi que d'autres grosses compagnies, des Chinois alliés à des Canadiennes, etc. Et donc, ces offres ont été classées par Petrosen, c'est pas moi. Mais ce qui m'a le plus choqué particulièrement, je me rappelle, c'est le premier jour de l'appel de l'AN en 2017. J'étais au Méridien avec la rencontre avec un des vice-présidents de Total. Il me fait des offres qui sont... Vous avez dit insultantes. Insultantes. Et quand je lui réponds, mais monsieur, vous savez, quels sont les contrats qui sont actuellement en vigueur, qui ont été signés avant les découvertes de pétrole et de gaz? Il me dit, oui, mais nous, c'est la meilleure offre qu'on ait faite en Afrique. Et ça aussi, ça renvoie au protocole de l'Élysée, le titre du livre. C'est-à-dire que ces gens croient que l'Afrique, c'est leur Afrique. Quand ils veulent une chose, ils ne payent. Et non seulement ils prennent, mais ils prennent à leurs propres conditions.
parce que c'est chez eux, parce que c'est leur succursale, c'est leur dépendance. Il a informé... il me l'a dit devant mon directeur de cabinet. Il a informé ensuite, quand vous avez estimé que c'était insultant, il a informé qui de droit. Le président de la République vous a appelé au téléphone quelques minutes après. Par l'intermédiaire, il l'a informé par l'intermédiaire d'un Sénégalais, qui ensuite s'est beaucoup plu à essayer de me tourner en dérision également. Momar Nguer. Oui, ça me rappelait un des poèmes de David Diop. Mais je dirais quand Macky Sall vous appelait après votre refus à ce directeur de Total-là, à l'hôtel King Fahd Palace de Dakar, qu'est-ce qu'il vous a dit au téléphone? Il a essayé de faire la conciliation parce que vous savez, lui et moi, la rupture était faite depuis mercredi. C'était le jeudi, cet appel-là. Le mercredi, comme j'ai dit, quand un ministre tourne le dos et refuse de manger avec le président, c'est causis belli. Il sait que lui et moi, on sait qu'on joue à qui perd gagne, quoi. Et que moi, j'ai dit, autant partir aussi bien sur l'affaire Total que sur l'affaire Timis, que sur la seule affaire Timis. Il m'ajoute un bonus, je le prends. Mais moi, j'étais déjà parti. Et quand il m'appelle, c'est pour dire non, mais oui, après, je lui dis, mais même pour l'intérêt du Sénégal, même si je dois partir, je dois lui expliquer quand même que, même pour lui, cette affaire de gens qui nous prennent pour des tirailleurs qu'ils viennent prendre quand leur pays est envahi pour défendre, donner leur sang, cette affaire c'est terminé. Ils ne peuvent pas nous demander notre pétrole à leurs conditions. Bon, il dit, il va les rappeler, il les rappelle, les gars. Pendant 5 jours, ils ont bougé d'un misérable petit pourcent. Et vous savez quoi? Dans les tranches les plus favorables, la différence entre l'offre de BP Cosmos et de celle de Total, c'est 10% de la production. Et dans les tranches les plus défavorables, c'est 24% de la production journalière. 24%, prenez 100 000 barils jour, ça fait 24 000 barils jour. Et vous faites le calcul que j'ai fait tout à l'heure. 24 000 multiplié par $70, multiplié par le cours du dollar, multiplié par 365 jours, multiplié par 45 ans. C'est des milliers de milliards qu'on pourrait perdre. Voilà comment, et ce livre, je l'ai écrit pour nos enfants, pour les enfants d'Afrique, de Congo, du Gabon d'ailleurs, pour dire comment nous n'avons rien de notre pétrole, rien de notre or, rien, parce que voilà les conditions dans lesquelles nos chefs d'État négocient des contrats au détriment de leur peuple, en violation de la loi de leur peuple. Après, on nous dira géostratégie, le chef de l'État a droit, s'il vous donne des instructions, vous les appliquez pas, vous démissionnez. Non, c'est faux. Vous dites qu'on doit se conformer au code pétrolier, à toute la législation autour. C'est ça qui prime, et non les décisions personnelles d'un chef de l'État. Vous finissez par quitter le gouvernement. Une convocation matinale pour vous au palais présidentiel. Vous dites avoir démissionné. Mais dans une interview accordée au journal Walfadjri, Alioune Sall, Alioune Fall, ministre conseiller à la présidence de la République, dit dans cette interview que le chef de l'État, Macky Sall, il vous a dit, je le cite, fiche le camp d'ici, dors, et considère que tu ne fais plus partie du gouvernement. Il vous a dit qu'il était présent, lui, dans cette interview. Il y avait 3 personnes, 3. Il vous a dit ça ou pas, Macky Sall? Mais je vais vous répondre. Il y avait 3 personnes dans le bureau du président de la République. Le président de la République, Boun Abdallah Dionne et moi-même. J'ai décrit les conditions dans lesquelles le départ est survenu. D'abord, quand je suis arrivé, Boun Abdallah Dionne me supplie de ne pas démissionner, de ranger ma lettre de démission. Je l'explique dans une séquence du livre. Puis il fait un texto au président de la République, lequel vient, salue, va dans son petit bureau là et nous appelle l'appelle d'abord et m'appelle ensuite. Et j'explique qu'en ce moment-là, ils réalisent eux-mêmes, après ma remarque, que le DG de Petrosen n'est pas là. Et il se tourne vers moi, comme je l'explique dans le livre, pour dire vous signez. Je dis je ne signe pas parce que c'est illégal. Et j'explique ensuite ce qui s'est passé, qu'ils ont un peu perdu le nord. Et on était 3. Il n'y a pas... Toutes ces personnes que vous nommez n'étaient pas là-bas. Alors donc, il y a que... Puisqu'on s'adresse aux Sénégalais,
Lui, il a dit, mon Premier ministre était présent. Moi, je dis aux Sénégalais, de nous trois, quelle est la personne dont la parole est la plus crédible? C'est votre parole contre Mais absolument ma parole la plus crédible. Est-ce que moi, j'ai dit aux Sénégalais... C'est votre parole contre la vôtre. Avec ceci... Contre votre parole contre la leur. Oui. Avec ceci, que moi, je n'ai jamais dit que je diminue mon mandat de 7 ans à 5 ans. Urbi et urbi, la face du monde. Et après, que je me renie. Je n'ai jamais dit que la Constitution ne prévoit que 2 mandats et que j'essaie de faire des entreloupes incroyables pour en faire. Je n'ai jamais dit que je ne nommerai pas mon frère président de la République par décret, que je le nomme. Et autant d'autres choses. Moi, j'ai une parole. Moi, j'ai une parole. L'autre, quand c'était chaud, il a déserté le bateau. C'était le directeur de cabinet de Macky. Il est revenu quand? Quand Macky a gagné. Par quoi? Par la petite fenêtre. Vous voulez comparer ma parole à ça? Non. L'autre dont vous mentionnez là, je ne sais même pas d'où il sort. Il sort de là-bas, là. Et vous avez intérêt à voir ses antécédents. Vous ne vous en prenez pas uniquement au régime de Macky Sall dans votre livre. Le pouvoir d'Abdoulaye Wade, la présidence d'Abdoulaye Wade en a aussi pris pour son grade. Beaucoup de choses que vous dénoncez. On peut donner l'exemple de l'affaire des immeubles de l'ARTP en 1 minute. Oui, en fait, vous m'offrez l'occasion de dire que le livre se veut une thèse d'un Sénégalais né après les indépendances qui a cru au rêve de développement et de l'indépendance et qui constate, comme tous les Africains, que nos États sont en train de faire faillite et que nous sommes la risée du monde et qui essaie de comprendre pourquoi c'est arrivé avec son expérience de hauts fonctionnaires et de membres du gouvernement. Et j'essaie de retracer comment, du régime de l'indépendance de Senghor au régime de Wade depuis de Macky, on est en train de passer à une sorte de corruption qui était une corruption marginale d'un système clientéliste sous Senghor et Wade. Bon, il y a quand même eu la corruption avec ONCAD, tout ça là, les comptes K2, etc. Diouf lui-même a institué la CREI, c'est dire que lui-même il est conscient que le régime était frappé de corruption, mais à une échelle industrielle sous Wade. Et Wade, tous ceux qui le dédouanent maintenant, qui cherchent des alliances stratégiques avec lui, qui cherchent à le récupérer, qui cherchent à le blanchir. Vous faites allusion à qui? C'est de l'histoire. Vous faites allusion à qui? Je viens à ça. Je dis, tous ceux qui cherchent à le blanchir, ils sont nombreux dans l'opposition pour récupérer sa mise. Laissez-moi vous répondre d'abord sur ma première question. Il nous reste... Il est utile que les Sénégalais comprennent qu'on ne peut pas dédouaner à bon compte Wade. C'est pourquoi j'ai essayé de rappeler ce qui s'est passé, la manière dont l'État a été littéralement spolié, pillé, réduit à néant, que la justice a été noyée, que l'Assemblée nationale a été... Voilà. Oui. Alors, vous vous définissez comme un homme politique aux mains propres. Quand on fait des émissions sur RFM, beaucoup d'auditeurs nous interpellent via d'autres canaux. Des questions nous sont même venues des aéroports du Sénégal, pour parler général, qui vous interpellent un peu sur le foncier. Apparemment, selon les interpellations, vous n'êtes pas aussi clean que ça en termes de foncier. Qu'est-ce que vous répondez? Un terrain de 300 mètres carrés que vous êtes en train d'ériger en villa dans Dakar, près de la mer, tout ça. Que répondez-vous? Totalement faux. Quand les gens vous informent, ils doivent informer juste. Moi, depuis 2007, je le dis et je mets au défi quiconque, je n'ai pas eu de terrain au Sénégal. 2007. Que j'ai eu un terrain en 2007 à l'aéroport est un fait. Il ne se situe pas au bord de la mer, comme les gens le prétendent. Que j'ai mis autant de temps d'ailleurs à le valoriser prouve qu'à suffisance, en dehors de la seule maison que j'habite à Sacré-Cœur, je n'ai pas d'autre terrain qu'à Dakar. Prouve à suffisance que je ne fais pas partie de ceux qui ont bénéficié des largesses entre 2012 et 2020 à ce jour. Et ce n'est pas l'occasion qui est manquée. J'ai refusé des terrains qu'on m'a donnés dès 2012.
Maintenant, si vous... J'ai un bail sur un terrain de 2007. Je n'étais pas en politique en ce moment. Et je l'ai acquis le plus normalement du monde. Mais dès que je suis entré en politique, pour éviter justement ça, vous savez, moi, même ma maison que j'habite là, quand je transformais ça, j'ai fait tous les terrassements nécessaires avant les élections de 2012. Pour éviter qu'on puisse dire, voilà, dans l'éventualité où Macky gagnait, voilà, les qui sont gagnés, ils sont en train de transformer leur maison. Quand on est en politique, on doit faire très attention, même ces droits les plus élémentaires. On termine avec la politique, on termine cette émission avec la politique. On a rappelé en début d'émission le remaniement. S'il en est un, dimanche dernier, ces gros pontes du pouvoir qui ont été sortis par Macky Sall, limogés. L'arrivée d'Idrissa Seck, cependant, à la tête du Conseil économique, social et environnemental, dans votre conférence de presse d'hier, vous avez fustigé cette décision de ses opposants, Idrissa Seck et les autres, de rallier le pouvoir. On va parler du ministère de l'énergie. L'un de vos successeurs, Matar Cissé, sorti, remplacé par Sophie Gladima. Matar Cissé, Amadouba, Aminata Touré, vous en dites quoi? Je dis c'est la dernière fournée de ceux qui étaient soupçonnés d'avoir des ambitions. D'abord pour ce remaniement-là de manière plus générale, c'est un des remaniements qui, à mes yeux, caractérise le plus Macky Sall. Voilà, quelque temps, il nous a dit qu'il avait un plan de relance économique de 22 000 milliards, etc. Et ce plan a dû être concocté avec les gens qui ont été sortis du gouvernement. En tout cas, l'équipe qui vient d'arriver n'en connaît pas plus loin que vous. Et tombe en période de budgétaire. Les personnes qui ont été choisies n'ont pas une compétence exceptionnelle pour pouvoir relancer l'économie d'un pays qui est en proie au naufrage des jeunes, à un chômage extrêmement grave. Et j'en profite pour présenter mes condoléances aux familles des disparus. Mais au contraire, la chose la plus remarquable de ce remaniement, qui fait oublier même le gouvernement en tant que tel et ses missions, c'est le Conseil économique, social et environnemental. On est dans la politique politicienne la plus crue. Voyez-vous en Idrissa Seck, comme le pensent certains, voyez-vous en Idrissa Seck un dauphin de Macky Sall? Je me refuse à faire de la politique fiction, mais connaissant Macky Sall, j'aurais tendance à dire pour une fois que non, cette analyse ne me paraît pas crédible. En même temps qu'il renforce dans son camp ceux qui sont les plus serviles parmi ces hommes, qui se débarrassent ceux qui en rêvent même, pas objectivement, parce qu'aucun d'entre eux n'a avoué avoir des ambitions. Ceux qu'on a virés en rêve ont des ambitions de président. Il prouve évidemment qu'il est toujours dans ses calculs pour rester président. Je vais vous dire pourquoi, en partie. Macky Sall sait mieux que quiconque que les enquêtes qu'il a freinées ici se déroulent ailleurs, sur les dossiers Timis et autres. Il sait plus que quiconque que, pour l'instant, tant qu'il n'a pas trouvé des formules et des arrangements, sa seule garantie, c'est de rester à la tête de l'État. Parce qu'il ne s'agit pas de la justice sénégalaise qu'on peut manipuler, mais de justice d'autres puissances. Merci, Thierno Alassane Sall. Merci d'être venu devant le grand jury de RFM, ancien ministre d'abord des infrastructures, puis plus tard ministre de l'énergie. Vous avez présenté officiellement le livre que vous avez écrit est sorti il y a quelques semaines, livre intitulé Le protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole. Vous dénoncez dans cet ouvrage ces contrats, beaucoup de contrats sur les ressources, notamment en hydrocarbures du Sénégal. Merci à tous de nous avoir suivis. Le grand jury revient la semaine prochaine. Bonne fin de week-end. Merci à Abdou et Alioune et à Magui. Au revoir. Mi te kan hamad rayitin